Bonjour. Bien, donc la dernière fois, on avait vu comme définition de ce que pouvait être la science après l'hypothèse mathématique, l'hypothèse capacité de prévoir ou de prédire. Et j'espère vous avoir convaincu qu'il était effectivement très important de pouvoir prédire, mais que ce n'était pas vraisemblablement un critère tout à fait déterminant parce qu'en réalité, même si la prédiction des ondes gravitationnelles est magnifique, même si la prévision du boson de Higgs est magnifique, il n'en demeure pas moins que dans un très grand nombre de circonstances, le plus pratique et le plus efficace pour prédire ce qui va advenir, c'est en réalité l'inférence statistique à partir de l'observation des régularités. Voilà. Pour donner un exemple tout à fait trivial et non sourcé, j'ai l'intuition, mais je peux me tromper bien sûr, que si on veut prédire le résultat d'une élection, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un réseau de neurones qu'on entraîne à partir des résultats des élections passées dans un grand nombre de circonstances favorables, plutôt que d'avoir une compréhension profonde de ce que sont les mécanismes humains de sélection d'un candidat eu égard à des informations effectivement obtenues. Mais il n'empêche que la seconde démarche est beaucoup plus scientifique pour ce qui est bien sûr de l'étude de nos facultés cognitives et de nos processus décisionnels. Un dernier exemple, si vous voulez par exemple trouver la distance à laquelle se trouve une galaxie, ce qu'on appelle le redshift, le décalage spectral, on a pendant très longtemps développé des modèles extrêmement complexes où on calculait le spectre, c'est-à-dire l'intensité émise par la galaxie en fonction de la longueur d'onde. Pour calculer le spectre, il faut connaître très en détail le type de population stellaire qui s'y trouve, la morphologie de la galaxie, les phénomènes d'absorption par du gaz, etc. Et une fois qu'on a fait tous ces calculs, on peut effectivement savoir ce à quoi ressemble le spectre. Et ensuite, à partir de l'intensité euh, dite photométrique mesurée dans différentes bandes spectrales, on peut en déduire l'éloignement de la galaxie. Aujourd'hui, on utilise plutôt des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'on entraîne des algorithmes, on lui donne 500 000 galaxies pour lesquelles on connaît effectivement la position et on lui montre ce qui est mesuré. Et à partir de là, il pourra très bien extrapoler ce que sera l'éloignement des galaxies non connues, compte tenu des régularités qui ont été effectivement mises en exergue dans l'échantillon d'entraînement. Mais c'est beaucoup moins scientifique, parce que dans le deuxième cas, on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionnent les galaxies. Donc vous voyez, je crois que c'est vraiment très important de ne pas confondre la capacité de prédire et la velléité de comprendre. Voilà, ce sont quand même deux gestes qui ne peuvent pas être tout à fait mis sur le même plan l'un que l'autre. Bien. Troisième tentative de définition insatisfaisante, mais néanmoins raisonnable. La science, ce pourrait être le lien presque organique avec l'expérience. Voilà. Euh, c'est incontestablement une bonne piste, parce que vous savez qu'un scientifique digne de ce nom doit manipuler. Il doit être aux prises avec la factualité d'un réel qui le dépasse. Parce qu'un scientifique ne peut pas se contenter de l'élaboration intellectuelle, aussi géniale, raffinée, délicate fût-elle. Il se doit d'être aux prises avec une extériorité, une altérité. Il faut que quelque chose puisse s'imposer. Et ça, c'est tout à fait exact. C'est par exemple, si l'on voulait revenir sur l'exemple du Timée de Platon que je donnais tout à l'heure, ce que Luc Brisson, qui est un des meilleurs traducteurs de Platon, identifie peut-être comme le manque. Pourquoi finalement le Timée contient-il si peu d'informations pertinentes, non pas du point de vue philosophique, où il est extraordinaire, ni littéraire d'ailleurs, parce qu'il est aussi très très bien écrit, mais du point de vue scientifique. Vraisemblablement parce que Platon n'avait pas encore développé ce lien organique avec l'expérience. Bon. Donc, en effet, ce pourrait être une définition attrayante. Mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? D'abord parce que ce serait oublier un peu vite les sciences d'observation.
L'astronomie, par exemple, n'est pas stricto sensu une science expérimentale. Vous ne construisez pas de planètes. Vous ne construisez pas de trous noirs. N'en déplaise à ceux qui rêvaient que nos accélérateurs de particules fassent de petits trous noirs. Ce n'est pas le cas. Donc, l'astronomie vous place dans une situation un peu différente. Vous ne pouvez pas élaborer, construire, contrôler les conditions d'existence du système que vous observez. Parfois même, souvent même, le système observé est unique. Bon, ça, je dirais que c'est une réserve mineure, parce qu'il y a en effet un protocole qui est de nature un peu infléchie entre l'expérimentation et l'observation, mais je crois que la différence reste assez mineure et ne relève pas d'un changement fondamental de paradigme. Plus profondément, que dire des mathématiques, par exemple? Les mathématiques ne sont pas expérimentaux. Ça serait quand même un peu embêtant d'avoir une définition de la science qui exclut la reine des sciences. Bon, je crois qu'on ne peut pas accepter une définition de la science qui ne pourrait pas accepter en son sein les mathématiques. Mais ma véritable objection est un peu différente et est un peu plus fine, me semble-t-il. Je voudrais vous faire remarquer la chose suivante, même si on en reste au domaine des sciences de la nature, et même si on en reste au domaine des sciences dures, il y a quand même un problème dans ce rapport avec le couperet expérimental. Alors, le mot sciences dures n'est pas très beau. Mes amis en sciences humaines, parfois, parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol d'être traités de sciences molles, je ne sais pas bien pourquoi c'est péjoratif, mais il semble que ce soit péjoratif, ont inversé un peu le rapport, je trouve ça très drôle, et ils parlent des sciences humaines pour se désigner et des sciences inhumaines pour désigner les sciences dures. Bon, ça c'est une anecdote évidemment pour vous faire sourire. Alors pour en revenir donc à ces sciences de la nature, je crois qu'il faut faire attention dans la vision naïve qui voudrait que la théorie est mise à l'épreuve des faits. Alors d'abord, bien sûr, si vous expliquez à un enfant de 8 ans ce qu'est la science, c'est une très bonne approximation. Vous pouvez lui dire, il y a des faits, les faits c'est que les pommes tombent, et puis il y a une théorie, c'est la gravitation universelle de Newton, qui essaye d'expliquer pourquoi et comment les pommes tombent. Parfait. C'est en première approximation à l'ordre 0, tout à fait correct. Mais enfin, si vous êtes à l'université, vous n'êtes plus à l'ordre 0. Donc regardons maintenant les choses subtiles, celles qui m'intéressent, et voyons que cette disjonction entre les faits et les théories qui sont élaborées pour rendre compte des faits est toujours une disjonction un peu scabreuse et un peu délicate. Par exemple, un fait. Le Soleil est une machine thermonucléaire, et puis la théorie, ben voilà exactement comment l'hydrogène se transforme en hélium, voilà le taux de réaction, voilà les produits secondaires, voilà le champ électromagnétique créé. Oui, bien sûr, mais ça, ce n'est vrai que dans un paradigme, c'est-à-dire dans un système du monde. Si vous étiez un Égyptien du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ce serait pour vous un fait que le dieu Ré se balade tous les jours dans sa barque solaire. Alors aujourd'hui, vous pourriez sourire en disant « Non, mais ça, c'était une interprétation erronée. » Oui, mais bien sûr, a posteriori, une fois qu'on a changé de paradigme, on peut toujours dire l'autre paradigme était une interprétation erronée. Mais je crois que pour les Égyptiens, c'était un fait que le dieu Ré se baladait dans la barque solaire. Et la théorie, je décontextualise bien sûr, il ne parlait pas comme ça, c'était de comprendre effectivement ce qu'était son ressenti, ce qu'était son état d'âme, ce qu'était son dessein, ce qu'était son destin. Donc il faut faire très attention à l'idée que les faits sont des données pures. Mais il faut faire très attention aussi à l'idée contraire, parce qu'elle peut être parfois scélérate et dangereuse. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être subtils. Bon, prenons un autre exemple. Albert Einstein est mort en 1955, il a donc disparu. Bon, la disparition d'Albert Einstein est vraie. Pour ses amis, pour sa famille, pour ses collègues, c'est un fait, pourrait-on dire, fondamental. On ne peut pas revenir en arrière, hélas. Albert Einstein est mort. Bien. Enfin bien, hélas non, mais vrai en tout cas. Oui, à l'échelle des relations humaines, celles qui nous intéressent,
c'est incontestable. C'est pas une construction sociale. On peut pas dire, ah ben, d'un certain point de vue, il est vivant, d'un certain point de vue, il est mort. Non, il est mort. Il a disparu. Albert Einstein a disparu, et qu'on le veuille ou non, eh bien, en 1956, on ne pouvait plus parler avec Albert Einstein. C'est un fait. Bon. Mais du point de vue des particules élémentaires, qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Rien. Absolument rien. Aucun atome n'a disparu. Aucun atome n'a éclaté, aucun atome ne s'est désintégré, il ne s'est littéralement rien passé. Le contenu de son corps en termes atomiques est littéralement inchangé au moment de sa mort. Donc il n'a pas disparu. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est peut-être un peu arbitraire, que c'est une distinction qui n'a pas de sens. Dans ce cas particulier, évidemment, parce que dans ce cas particulier, on s'en fiche des atomes du corps d'Albert Einstein. Ce qui nous intéresse, c'est son intelligence, c'est sa bonté, enfin bonté, pas avec tout le monde, mais enfin, en tout cas, à mon sens, du point de vue politique, ça c'est arbitraire, peu importe, c'est son génie. Voilà, c'est ça qui nous importe. Et cela, bien sûr, a disparu au moment de sa mort. Mais si on s'intéressait à l'utilisation des atomes pour construire un objet, pour faire une source d'énergie parce qu'on a à disposition de l'antimatière, sa mort serait un non-événement. Elle n'aurait même pas lieu en réalité. Alors que s'il maigrissait, en revanche, ça serait un événement dramatique, parce qu'on perdrait beaucoup de matière. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple évidemment caricatural, c'est qu'il faut faire très attention à l'énoncé des faits. Ils sont toujours dépendants d'un contexte et d'une attente. Alors, là encore, je vous mets en garde, hein, le contraire serait très compliqué aussi. Si vous voulez tout relativiser, c'est dramatique. On voit très bien que dans l'histoire, par exemple, il est très important d'insister sur les faits. Et de dire, non, non, mais attendez, ce fait historique-là n'est pas réfutable. On a atteint un nombre d'indications suffisant pour qu'il fasse partie de l'histoire de façon absolument claire, et il serait tout à fait scandaleux de le remettre en cause, et ceux qui souvent le font d'ailleurs pour les pires raisons. Donc, il ne faut pas contester l'existence de faits. Ça serait très grave, très dangereux, et ça ouvrirait, je crois, la boîte de Pandore. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui contestent le réchauffement climatique ont tendance à m'agacer un tantinet. Donc c'est très important de garder quand même cette notion comme ça, ce socle factuel du réel. Mais on ne peut pas oublier que les faits sont quand même toujours des faits par rapport à une manière de voir. Vous voyez, la mort d'Einstein l'est pour ce qui nous intéresse, mais elle ne l'est pas pour la matière qu'il compose. Je vais vous donner un exemple moins chargé d'affect. Regardez, je fais une expérience. Je fais tomber mon feutre. Puis je refais exactement la même expérience. Puis je refais exactement la même expérience. Bon, supposons que j'ai mis mon doigt littéralement au même endroit, ce qui n'est évidemment vrai que de façon approximative. J'ai fait 3 fois la même expérience pour, par exemple, essayer de mesurer comment le feutre tombe et essayer de retrouver que, je ne sais pas moi, la position varie comme le carré du temps qui s'est écoulé. Bien. Je viens de dire que j'avais fait 3 fois la même expérience, parce que ça c'est un fait. Et moi, la théorie qui m'intéresse, c'est de trouver la loi de variation de la position en fonction du temps. Eh bien, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit que c'était un fait que j'ai refait 3 fois la même expérience? C'est parce que j'ai supposé que mon état mental n'influait pas la chute du stylo. Parce qu'en effet, entre les 3 fois où je l'ai fait, moi je ne pensais pas à la même chose. Par exemple, là, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, j'espère que je suis dans le cadre. Parce que si je fais le truc et que c'est pas filmé par mon téléphone, je vais avoir l'air complètement idiot. La deuxième fois, je me suis dit, bah tant pis, finalement, c'est pas très important d'un point de vue pédagogique. Et la troisième fois, je me suis dit, pourvu que j'ai pas à nouveau une quinte de tout, comme dans ma vidéo précédente. Bon, j'ai pas pensé à la même chose. Mais il se trouve que nous savons que la télékinésie, ça ne marche pas. Nous savons qu'on ne fait pas bouger des objets par l'esprit. Et donc, j'ai utilisé ce savoir. Ce savoir vient de quoi? D'un paradigme scientifique qui est en partie théorique. J'ai utilisé ce savoir pour pouvoir dire que je faisais 3 fois de suite la même expérience. Mais ce n'est vrai que parce qu'il y a un cadre me permettant d'inférer le fait que la variation de mon état mental d'une expérience à l'autre n'influe pas sur l'expérience. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo, mais il y a aussi un enfant qui a un petit peu pleuré dans le couloir au moment de la 3e expérience. Bon, oui, je sais que la pleure d'un enfant dans le couloir n'influe pas sur la chute de mon stylo. Mais comment je le sais ça?
Parce que j'ai déjà une théorie de la chute du stylo qui me permet de dire qu'un son dans le couloir est sans interaction avec la force gravitationnelle. Et c'est vrai. Mais comment je le sais? Parce que j'ai un paradigme théorique. Donc quand on dit c'est un fait que 3 fois de suite l'expérience est réalisée identiquement, c'est faux. C'est un fait parce que nous avons déjà un modèle qui permet de comprendre que c'est un fait. Donc il faut faire très attention avec l'idée de nier les faits. Ça, bien sûr, c'est très dangereux, mais ça, vous le savez, donc je crois que c'est pas tellement important d'y revenir. Tout homme et femme sensé le sait. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'on est là pour déconstruire les évidences, pas pour surenchérir dans ce qui est déjà connu, c'est très dangereux aussi de nier la relativité des faits par rapport à un cadre de pensée. Parfois, ce cadre de pensée s'impose, et donc tout va bien. C'est pas la peine de discuter. Mais parfois, ce cadre de pensée, quand on parle de choses subtiles, peut être remis en question, et quand il est remis en question, ce sont les faits eux-mêmes qui sont déconstruits. Et vous dites par exemple, la Lune est ici en ce moment. Que je le veuille ou non, c'est un fait. Oui, mais en mécanique quantique, par exemple, la notion de trajectoire est déconstruite. Donc le simple fait de dire la Lune est ici n'a plus vraiment de sens. Bon, je caricature, parce que pour un objet macroscopique comme la Lune, ça pose en réalité absolument aucun problème. Mais remplacer Lune par un objet microscopique, si vous voulez, c'est conceptuel ce que je dis là. Donc rien que le fait de dire est ici, c'est déjà supposer qu'il y a un cadre spatio-temporel qui donne une signification à la position. Ce qui est vrai d'habitude, mais ce qui n'est pas ontologiquement vrai dans certaines circonstances. Donc il faut évidemment être un peu fin avec cette distinction entre ce qui est et ce qu'on dit. Parce que dans notre manière d'appréhender ce qui est, nous sommes toujours infectés, pour le meilleur et pour le pire, par une dimension discursive. Voilà. Permettez-moi de faire un exemple, un mauvais exemple. Il y a quelques années, M. Trump a été élu président des États-Unis. Et le jour de sa cérémonie d'investiture, il y a eu des photos et la presse a titré le lendemain qu'il était beaucoup moins populaire que Barack Obama parce qu'il y avait 2 fois moins de personnes à la cérémonie d'investiture. Bon. Sa conseillère, Mme Conway, je crois, a dit à la presse qu'il y avait des faits alternatifs et qu'il ne fallait pas dire les choses comme ça. Et là, vous voyez tout le problème. Le problème, c'est que vraisemblablement, Madame Conway n'est pas quelqu'un de très honnête. Et quand elle parle de faits alternatifs, c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que on voit bien où ça va nous mener en termes de climato-scepticisme et même en termes de crapulerie, pourrait-on dire, historique, puisqu'il y a beaucoup de faits historiques aujourd'hui qui sont contestés au nom comme ça de vérités alternatives. Ça, c'est très problématique, très grave même. Mais en même temps, c'est là où je veux en venir en plaidant entre guillemets contre ma chapelle, c'est que imaginez que, enfin finalement, le nombre de personnes à la cérémonie d'investiture, on s'en fiche. Cette information, elle a été donnée par la presse comme un indicateur de la popularité du président. Mais supposez, ce qui est faux en réalité, mais supposez qu'à l'investiture de Trump, il est plu. Alors qu'à l'investiture d'Obama, on a eu un beau soleil de printemps et 22 degrés. Le fait qu'il y ait 2 fois moins de monde à la seconde investiture ne signifie absolument rien du point de vue d'une baisse de popularité. Ça serait faux en réalité. Mais quand on parle de ce chiffre, là aujourd'hui, vous ne vous souvenez pas du tout du temps qu'il faisait. Donc si je vous donne ce chiffre, vous allez immédiatement l'utiliser comme un marqueur de la popularité. Et donc le fait Trump est moins populaire sera faux. Même, enfin, en l'occurrence, je crois qu'il est vrai, et j'espère qu'il est vrai d'ailleurs, donc c'est pas le problème, je ne suis pas du tout en train de le défendre, soyons clairs, je fais exprès de prendre des exemples contre l'évidence en quelque sorte. Mais vous voyez, même contre l'évidence, même contre ce qu'on a envie de dire, il faut rester fin. Il faut rester fin. Parce que le nombre de personnes n'est pas une construction sociale, mais ce n'est presque jamais le nombre de personnes qui nous intéresse. C'est comment le nombre de personnes sert de marqueur à quelque chose. Et ça peut dépendre de circonstances extérieures qui, si elles ne sont pas précisées, nous feront prendre pour des faits ce qui relève en réalité d'une interprétation. Moi, je crois qu'il n'y a pratiquement pas de place pour des faits absolument purs. Mais ça ne signifie pas du tout que toutes les interprétations se valent. Évidemment non. Certaines sont abjectes et indéfendables. D'autres sont puissantes et corroborées.
Et j'aimerais que nous cheminions avec cette idée, je dirais, de l'honnêteté, peut-être plus que de la vérité. Bon, je vais conclure, parce que je vais être beaucoup plus rapide sur le dernier point, par la quatrième mauvaise définition. Donc là, vous avez compris, hein, je vous ai dit que le lien avec l'expérience, c'est important, mais il faut faire attention, parce que certaines sciences ne sont pas liées à l'expérience, et parce que l'expérience elle-même n'est jamais définie d'une façon complètement indépendante de la théorie qui tente de l'expliquer. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. La quatrième et dernière proposition que je voudrais vous soumettre consisterait à définir la science comme la rationalité, comme le rapport avec logos. Alors logos, c'est un mot lourd en grec, hein, très polysémique, puisque d'abord c'est la parole, après c'est le langage, après c'est la rationalité, donc c'est très compliqué, parce que quand on dit logos, on parle de quoi finalement? On parle presque de la capacité rhétorique, on parle de la capacité à formaliser, à rendre abstraite et calculable en quelque sorte des propositions. C'est très plurivoque, logos. Et je crois que dire la science c'est la rationalité, c'est le plus mauvais critère possible. On ne peut pas, même si on le veut, faire comme s'il n'y avait qu'un mode de rationalité. Nous sommes tous les irrationnels de nos ennemis. C'est pas très intéressant de se dire la science, c'est le rationnel. Mais soyez absolument certains que ceux qui vivent dans un monde anti-science, négationniste de la science, le vivent aussi au nom de la rationalité. On peut tout à fait combattre leur rationalité. Moi, je crois que dans une large mesure, dans certains cas en tout cas, on le doit. Très bien, c'est pas la question. Mais il n'empêche qu'il y a différents régimes de rationalité. Moi, j'ai discuté quand j'étais jeune avec une amie qui était croyante, fondamentaliste, on va dire chrétienne, et j'étais à l'époque moi-même très naïf. Je lui disais, mais tu vois bien que la Bible, ça marche pas, parce que c'est en contradiction avec la physique. Et elle m'a répondu, bah oui, ce qui montre bien que la physique est fausse. Et c'est une réponse sensée. Si vous décidez que la Bible, ou autre chose, est la parole révélée de Dieu, alors effectivement, n'importe quelle théorie, quand bien même elle serait corroborée par les faits, ou ce qu'on peut appeler telle, contredirait la Bible, ça montrerait juste que cette théorie est inadéquate. C'est totalement rationnel comme point de vue. C'est simplement un autre mode de rationalité. C'est beaucoup trop facile de considérer nos adversaires, qu'on parle de science, donc d'épistémologie, qu'on parle de politique, qu'on parle de poétique, qu'on parle de praxéologie, qu'on parle de ce que vous voulez, on ne peut pas réduire nos adversaires à l'irrationalité. Parce qu'il y a plusieurs modes de rationalité, parce que la rationalité n'est pas transhistorique et n'est pas transgéographique. Donc c'est une sorte, si vous voulez, je crois, de paresse intellectuelle que de se définir comme étant la rationalité. Mais la raison est multiple. Moi, avant de prendre mon virage écologique et d'essayer de ne plus prendre l'avion, j'ai passé des vacances au Canada, dans des tribus indiennes, et il se trouve que pour ces peuples, qui ont été, comme vous le savez, dévastés par le colonialisme, et des pires manières qui soient, et jusqu'à il y a très peu de temps, eh bien, le réel, c'est le rêve. Et alors, ce ne sont pas du tout des fous, hein. Dans la journée, bien sûr, ils travaillent, ils se soignent, ils mangent, ils élèvent leurs enfants. Mais pour eux, tout ça, ce sont les conditions de possibilité de la vie réelle qui est le rêve. Vous allez leur dire quoi? Vous êtes irrationnel? Non. C'est une autre rationalité qui fonctionne, qui est tout à fait viable, mais qui a un ancrage différent dans l'histoire et dans la pensée. Donc ce qui va être subtil dans notre affaire, c'est de concilier cette forme de relativisme avec une forme d'exigence radicale, de rigueur et d'authenticité en quelque sorte. À bientôt.